Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Histoire d'hommes et de femmes à travers le podcast Femmes Vibrantes. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un homme, le premier homme qui accepte de porter sa voix à mon micro. Et j'espère qu'il ouvrira la voie à d'autres pour le faire et venir participer à cette capsule. Donc aujourd'hui, je reçois Thomas. Et Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, je suis papa de 2 enfants, un garçon et une fille de 6 ans et bientôt 3 ans. Et je travaille dans le milieu du sport, ou avec une grosse contact clientèle, que ce soit en individuel ou en collectif, et ce qui m'a amené à développer d'autres appétences et compétences professionnelles. Merci Thomas. Et aujourd'hui, du coup, avec toi, on va parler de maladie, on va parler de ce que tu as traversé dans ton corps et ce qui t'a amené peut-être à ouvrir à d'autres possibilités, notamment sur le travail des réflexes archaïques et d'aller revisiter le développement, la motricité et la sensorialité chez l'enfant. Si tu veux bien déjà nous partager ce que tu as vécu dans ton corps. Du coup, je suis papa depuis 2020, depuis le jour du confinement, 16 mars 2020. Et du coup, j'ai passé un très bon congé paternité. J'ai eu l'opportunité de créer une société pendant cette période-là. La paternité est quelque chose de très très bien, mais qui crée une petite pression, un petit stress, on va dire. Et à partir de 3 mois d'ouverture, j'ai eu une hernie ombilicale. Donc on a ouvert le 26 mai 2021, donc ça a fait 5 ans très récemment. Et je vais dire que peut-être 3 mois après à peine, je me suis rendu compte que j'avais des hernies au niveau du nombril. Donc je suis allé voir un spécialiste qui me l'a confirmé. Et du coup je me suis fait opérer fin août 2021. Donc on repart à zéro, on fait attention, on se dit que voilà, c'est parce que c'est pas de chance, ça arrive, c'est comme ça. L'année se passe très bien, on développe la société, on est amené à déménager, les enfants grandissent, le travail va bien. Et en avril 2023, j'ai 2 hernies inguinales qui sautent. Je les entends, je les sens, et pareil, on me dit oui, c'est génétique, mes 2 grands-pères en ont eu. Mon père en a eu, ils sont tous été opérés tous les 3, des 2 côtés, etc. Donc je me dis, c'est pas de chance, ça m'est arrivé plus tôt qu'à eux, parce que c'était plus vers 40, 50 ans, etc., etc. Sauf que opération, que je dise pas de bêtises, en octobre 2023, que je dise pas de bêtises, ouais. Et fin octobre, une cliente à moi, qui était médecin, qui m'a conseillé du coup pour le chirurgien sur l'opération, me voit avec les jambes un peu lacérées. Et en fait, je me grattais à 100 au niveau des jambes parce que j'avais des phlébites. Donc, je suis allé faire une phlébotomie. Et avant de faire une phlébotomie, du coup, on fait un écho-doppler, donc une échographie de la jambe. Et j'avais 6 cailloux dans la jambe gauche. Ça, plus ça, plus ça. Donc, je vais me faire opérer le 7 mai 2024. Ouais, des varices, des phlébites, etc. Donc, sur les 2 jambes, je sors avec 37 points de suture. Et une phlébotomie de la grande saphène, donc c'est la grande veine que tu as de la cheville jusqu'au pubis dans le membre inférieur, donc ils me l'ont enlevé. En parallèle, j'étais suivi par un kiné, un préparateur physique, parce que voilà, j'avais pas envie de m'occuper de moi, c'était pas moi de gérer ça. Ma fille est née en septembre 2024. Je me suis fait opérer du coup des hernies inguinales en octobre 2024, puis des phlébites du coup en janvier 2024. Faut pas que je dise de bêtises, ça doit être 2023. Enfin bref, à peu de choses près du coup, repapa, re-machin, donc ça a enchaîné un peu beaucoup. Et tout va bien, tout se passe bien. Je pense pouvoir m'en sortir tout seul et je me dis ok, je vais faire un entraînement mais sans prendre de risques et je vais faire ce qu'on appelle des dips, pour que ce soit un truc que j'aimais bien et je prends pas de risque et je fais 1 dips, 2 dips, 3 dips, je fais ma pause, je refais un deuxième tour et puis mon bras et mon pec s'est arraché. Et à partir de là, du coup, psychologiquement, mentalement, c'était dur. C'était déjà très dur avant. Mais j'ai le soutien de ma femme, j'avais le soutien de ma famille, de mon associé. Et puis on est dans un contexte de vie où tout va bien quand même dans l'ensemble. Mais en fait, c'est mon corps qui m'a dit stop, faut arrêter, arrête. Trop de stress, trop de fatigue, trop d'opérations.
mauvaise gestion de mon corps, de ce que mon corps disait, etc., etc. Toujours dans l'objectif de vouloir faire mieux, toujours plus, etc., etc. Vouloir être un bon papa, un bon entrepreneur, un bon chéri, un bon fils pour mes parents, etc., etc. Donc voilà, j'ai un peu explosé partout sur les 4 dernières années. Et je trouve ça très intéressant ce que tu partages parce que du coup, on voit la corrélation et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant aussi dans tous les projets qu'on peut entreprendre. Le jour où le corps dit stop, même si on a sur le papier une vie qui va bien, le corps dit stop et en tout cas moi ça a été mon cas de dire mais en fait je mérite quoi et pourquoi je mérite ça parce qu'il y a des choses parfois qui sont beaucoup plus profondes qui viennent nous toucher et qu'on maîtrise pas et je fais la corrélation aussi avec ce que tu nous as partagé sur ton père et tes grands-pères, c'est ça ? Ouais. Qui ont eux aussi eu, en tout cas pour les hernies, ce type d'opération. Et moi qui travaille aussi avec les systémies familiales, les mémoires transgénérationnelles, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une mémoire qui se répercute, peu importe l'âge. Il y a en tout cas déjà un message qui est là à travers le corps, qui vient répéter quelque chose qui est pas dit. Qui est pas nommé et comme tu l'as bien dit, quand le corps dit stop, il dit stop. C'est dur à encaisser, sachant que t'es quand même dans le domaine du sport, donc t'y vas tous les jours, que ce soit, je pense, pour toi et t'es coaché, donc c'est important de souligner ça, de montrer ça. Même si ça va bien et qu'on a envie d'avancer, parfois le corps il nous demande d'arrêter parce qu'on a quelque chose à écouter. Et du coup, je trouve que ton partage est important et il montre aussi le lien et la place de l'homme à travers la paternité, à travers cette place de papa, puisque tu le nommes aussi, ou la deuxième grossesse, l'arrivée de ta fille, c'est ça, hein ? L'arrivée de ta fille, elle marque aussi un point tournant parce que tu veux être l'homme parfait. L'homme se prouver qu'on peut tenir, se prouver qu'on peut garder la face et qu'à ce moment-là de ta vie, en fait, le message c'était reçois, écoute et va explorer d'autres choses. Peut-être que du coup, tu as envie de partager la suite parce que ce podcast, il est là aussi sur ok, j'ai vécu ça, ok, il y a des mémoires familiales, il y a des difficultés et ça a été aussi un enchaînement en cascade de problématiques physiques. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a permis déjà d'y voir autrement, tu vois, l'après et qu'est-ce qui t'a tenu on voit bien que tu as été soutenu par ta femme, la présence de tes enfants, tes parents. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi ? Du coup, quand on a eu notre premier enfant avec ma compagne, ça reste une nouveauté, on n'est pas prêt, on peut avoir fait la chambre, avoir tout géré bien comme il faut, ça reste un gros changement de vie. Et moi, du coup, ça a fait remonter certains couacs passés où j'ai demandé à aller voir une hypnothérapeute. Oups là. Et on est quand même à la maison. Et du coup, ça m'a permis de retravailler sur moi, de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de faire l'apprentissage par exemple de la cohérence cardiaque, plein de trucs que je ne maîtrisais pas sur la partie professionnelle que moi j'ai, qui est plus physiologique et moins branché sur le travail neurologique, etc., etc. Tout allait plus ou moins bien, puis les hernies, etc., etc., jusqu'à la naissance de ma fille, du coup, en septembre 2023. Je dis des bêtises quand même tout à l'heure. C'est pas grave. Ma femme, du coup, qui accouche, qui fait ça en plus sans péridurale. Enfin bref, c'était extraordinaire. Ah, trop forte. J'étais très très fier d'elle. Et du coup, j'ai dû me faire opérer 2 semaines après. Du coup, tu peux pas porter ta fille parce que t'as pas la sangle abdominale de prête. T'as 30 ans et puis t'as tellement mal que tu pleures la tête au-dessus de la baignoire, enfin plein de détails comme ça.
Et puis repaternité, la tête un peu dans le vide, tu replonges un peu dans les petites douleurs passées, on va dire, les couacs de la vie, et alors que tu avais plus ou moins géré le problème, et bah, tu t'es fait opérer, tu es fatigué, l'anesthésie. Et j'avais des responsabilités sur une école de formation qui me prenait beaucoup de temps. Je suis à mon compte, donc pas d'arrêt maladie, pas de congé maladie, pas de CAF, pas de sécu, enfin rien de tout ça. Donc tu te fais opérer le jeudi, le lundi tu travailles. Et voilà, ça a trop chargé, plus les phlébites, signe pas signe, je sais pas ce que ça peut être, mais bon, ça aide pas non plus. Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, tu manges bien, tu essaies de dormir, tu essaies d'être un bon papa, tu essaies d'être un bon entrepreneur, tu essaies de tout bien faire pour pas qu'on te fasse chier en parlant poliment et que... On a le droit de dire des gros mots sur mon podcast. Alors pour pas qu'on te les casse et qu'on te les brise précisément, mais tu vois, il y a toujours un truc qui t'en refout une derrière la tête et tu te dis, bah pourquoi moi quoi. Puis ça va bien, puis le bras qui s'arrache et là c'est trop quoi. C'est trop parce que c'est pas opérable. Sportivement parlant, c'est entre guillemets la fin de ma carrière, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux refaire là presque au bout de 2 ans. Mais c'est tous les jours. Et j'ai la chance de ne pas être seul. Mais ma femme m'a relevé alors qu'elle venait d'être maman. Il y a les hormones. Enfin, ça reste... Les femmes, vous êtes plus forts que les garçons. Je suis désolé, c'est officiel. Et ça, tu peux l'enregistrer, aucun problème. Et voilà, et du coup, plein de trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, physiologiquement, physiquement parlant, sportivement parlant, je suis quand même au-dessus de la moyenne. Je le sais, j'en ai conscience. Enfin, je me vois au quotidien, je sais ce que je suis capable, je vois les gens que j'entraîne, les gens qui viennent et qui ont des capacités, voilà. Mais pourquoi moi ça m'arrive, tu vois? Je suis prêt, j'ai un passif, etc. Donc tu cherches, et puis c'était la période où on parlait des réflexes archaïques. Donc j'ai cherché un truc et je suis tombé sur des vidéos où il y a un monsieur, juste parce qu'il touche une balle de tennis ou parce qu'il a un petit bruit dans l'oreille, il a plus mal à l'épaule, ou il a plus mal au genou, ou il tient en équilibre. Des trucs où tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et j'en ai parlé du coup avec l'hypnothérapeute que j'avais vu avant, qui connaissait déjà l'intervention de ce monsieur-là. Puis je me dis, ouais, bah, ça peut être intéressant. Donc je fais une première formation en novembre 2024 avec lui. Donc on fait ce qu'on appelle le niveau 1. Et là, mais une révélation. Mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Genre, juste parce qu'il te regarde, il te dit, ouais, bah, potentiellement, si je fais ça, t'auras ça. Si je fais ça, t'auras ça. Si je fais ça, t'auras ça. Je suis quelqu'un qui a un réflexe de Moro, donc un réflexe d'insécurité, de colère, de patati patata. Et tu peux le voir avec, tu vois, des douleurs cervicales, des douleurs lombaires, des gens qui ont toujours un chapeau, une capuche, qui sont vite stressés ou irritables pour une réflexion. Jusqu'en novembre 2024, j'avais toujours une casquette ou une capuche ou un bonnet, tu vois. Donc voilà, on fait des points, des détails sur ça. Puis après, il dit, voilà, si vous avez le réflexe de Moro, pareil, vous allez avoir potentiellement des personnes qui ont pu avoir des hernies ombilicales ou des hernies inguinales. Je m'étais fait opérer 6 mois avant, tu vois. Tu te dis, mais c'est dingue, quoi. Et il connaissait pas mon passé. Et ça reste tangible et physique. Je reste quand même quelqu'un de terrain et j'ai conscience de la partie émotionnelle, psychologique, psychiatrique ou même spirituelle, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que je peux toucher et quantifier. Et là, ça se touche, c'est quantifiable. Et parce que genre, moi je suis droitier, donc cognitivement je suis droitier. Je sais pas parce que j'écris de la main droite, c'est juste que je fais plus de choses de mon côté droit. J'ai téléphone avec la main droite, j'écoute avec l'oreille droite, je me brosse les dents avec la main droite. Voilà, j'ai mon côté droit qui est plus sollicité, donc c'est mon hémisphère cérébral gauche qui travaille le plus. Donc on a essayé de lui foutre la paix pour faire ça, et du coup on va travailler l'hémisphère cérébral droit, et on va stimuler du coup notre côté gauche cognitivement parlant. Et là d'un coup j'ai plus mal au cou. Et puis le pec qui était pété 3-4 mois avant, j'étais capable de lever le bras au-dessus de la tête. Je me dis c'est un bullshit, c'est pas possible. Puis après t'as une personne qui passe, ça marche, 2 personnes qui passent, 3, 4, 5, 10. Et là en fait je me dis, comment ça se fait que je sache pas faire ça? Pourquoi je peux pas moi maîtriser ça et pourquoi c'est pas possible d'aider les gens? Et là, du coup, ce monsieur-là en question, donc je sais pas si on pourra donner le prénom, mais il balance, il dit voilà, je lance un mentorat sur 1 an, je vous forme pendant 1 an, on se voit 1 fois par mois, le week-end à Lyon, ok, et 2 fois par mois on a des séminaires machin. Donc go, c'est parti. Ma femme me soutient, on a le soutien de ma famille et tout. Et là, j'explore des trucs, on apprend des trucs, on voit des trucs.
Mais tu te dis comment c'est possible. Et en fait, on a énormément d'incapacités actuelles parce qu'on n'a pas pu développer des choses correctement petit. Et quand je dis petit, c'est dès l'embryonnage, dès le développement dans le ventre intra-utérin et tout. Réflexe de Moro, par exemple, si on parle de moi principalement, on prend cet exemple-là. La stimulation du réflexe de Moro, en premier lieu, c'est le moment de la naissance. C'est l'accouchement. La tête, du coup, sort en premier, tombe vers l'arrière parce que c'est la première fois où le bébé est suscité à la gravité. Okay, donc la tête part en arrière. Et du coup, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Les bras partent vers le haut. Il ouvre la cage thoracique, les poumons s'ouvrent, il inspire et du coup, il pleure. Qu'est-ce qu'il fait pour rattraper cette gravité? Il se referme en deux, il se met en boule. Okay, qu'est-ce qui se passe par la suite pour continuer à sécuriser le réflexe de Moro? On le met sur maman, câlin maman, machin, etc. Maman le prend, etc. Mais le réflexe de Moro, pour que ça aille mieux, il faut faire des câlins. D'où l'importance de l'allaitement. Des détails, mais ça peut paraître dingue, mais l'allaitement, bébé il est au sein de maman, il est au pot à pot, il est en boule, il n'est pas les bras ouverts en train de bailler. Si quand il a fini de manger, il en peut plus, il en a plein la bouche. Oui, là il se laisse partir la tête en arrière, les bras ouverts, mais du coup ça veut dire qu'il est bien sécurisé. Ça prouve par A plus B que du coup il était blotti contre maman en position fétale. Il a bu ce qu'il avait à boire parce qu'il avait faim. Il a plus faim, je me détends, c'est fini. Par exemple, j'ai pas été allaité. Est-ce que c'est une raison? Peut-être, je ne sais pas, je peux pas dire. Je sais qu'en CE2, j'ai eu un trauma crânien, une commotion cérébrale, on m'a attrapé par la tête, je suis parti la tête en arrière, j'ai encore une bosse. Et par exemple, si on fait ce qu'on appelle du testing musculaire, c'est-à-dire que ce qu'on faisait tous les deux, je te dis, vas-y, résiste les bras en l'air, machin, etc. Toi, quand j'appuie sur ton tatouage, tes bras perdaient de la force. Moi, tu m'appuyais sur les bras, j'étais plus fort que tout le monde. Tu me touchais juste la tête, où la tête a éclaté au sol pour ma commotion cérébrale, je perdais de la force. Alors que j'ai plus mal, je ne sens plus rien, mais ton corps, il s'en rappelle. Et oui, la mémoire du corps. et je trouve ça important, c'est peut-être des mots que vous n'allez pas comprendre ou quoi, mais c'est pas ça qui est important. C'est que, du coup, Thomas qui partage là dans son histoire par rapport à sa maladie, par rapport à l'ensemble des opérations et des problématiques qu'il a eues, il est en train de montrer que on est activé dès notre naissance et bien avant, du coup aussi pendant la gestation. Et là, on est en train de parler de motricité et de sensorialité et de montrer aussi cette mémoire du corps à travers un trauma crânien enfant. Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, notamment par rapport à notre naissance, nos parents globalement dans l'âge qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire génération millennials. Eh bien, du coup, on prenait pas en compte tout ça, l'importance de la naissance, l'importance de la présence de la mère, mais aussi de la présence du père. Et c'est un point que je nomme parce que du coup, toi, c'est quelque chose aussi que où tu as peut-être été plus vigilant en tant que papa à la naissance de tes enfants. Donc voilà, c'est pour faire un peu une boucle sur toi, en fait, cette révélation dans cette difficulté que tu as vécue par rapport aussi à ton métier, à ton engagement envers le corps, envers ce dépassement aussi des limites et des objectifs physiques. Parce qu'on on va parler aussi, du coup tu parles un peu des séries, notamment au niveau du CrossFit. Et donc voilà, je trouve ça important de le nommer pour que ça parle, parce que là on est parti dans des détails plus techniques, oui. Mais où le travail sensoriel et moteur, il est hyper important. Et pour toi, du coup... combien de temps ça t'a pris, une fois que tu as découvert cette technique, l'investissement que tu as eu dans cette formation, combien de temps, toi, ça t'a pris de t'approprier la pratique, aussi pour la mettre au service de ton corps, okay. À ton service, avant, après, de le pratiquer pour les autres. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé en novembre 2024 et depuis novembre 2024, je travaille tous les jours. C'est tous les jours, c'est un travail quotidien. En gros, tu peux pas demander à ton corps, t'as subi ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, et je veux que tu sois tout de suite à 100%. Il sera peut-être jamais à 100%, mais tu peux lui redonner des capacités et des ressources.
tu veux lui donner des capacités de ressources, il faut faire un schéma progressif, faire ce qu'on appelle une surcharge de travail, donner des exercices que tu peux maîtriser de plus en plus, que ce soit au niveau sensoriel ou même motricité. On donne l'exemple, le nombre de personnes qui ne sont pas capables, si on regarde nos doigts de pied, de lever le pouce à droite ou le pouce à gauche ou les orteils. Sauf que quand tu es petit, quand tu sors du ventre de maman, on a ce qu'on a le réflexe de Babinski, on fait le talon, on touche le talon du bébé avec l'index, et on fait remonter sur la voûte plantaire, et vous avez les orteils qui viennent se refermer. Donc petit, on sait le faire. Pourquoi on ne sait plus le faire? Très bonne question. Pourquoi on ne sait plus le faire? Parce qu'on a oublié qu'on avait... J'aime bien rebondir là-dessus. Moi qui parle d'instinct, de se réapproprier son corps aussi à travers des pratiques un peu plus intuitives, notamment pour les femmes aussi, dans cette connexion à notre bassin, mais à cette approche un peu plus animale. Parce que... Mais oui, vas-y. Et c'est parce qu'à un moment donné, on a subi un trauma. Et un trauma, c'est pas obligatoirement un trauma émotionnel ou psychologique ou physique. Il y a toute forme de trauma. Imaginons, un trauma, c'est quelque chose qui est extérieur à notre corps. C'est-à-dire que c'est indépendant de notre volonté et ça se passe pas dans notre corps. Ce qu'on appelle la traumatologie. Mais la traumatologie, ça va en dehors du terme médical, au-delà de l'aspect physique. Okay, je vois quelque chose qui me choque, c'est un traumatisme. Je tombe sur la tête, j'ai un traumatisme crânien. J'ai une entorse, je me suis fait une entorse de la cheville, ça reste un traumatisme au niveau de la cheville. Je ne marche pas correctement. Ou, exemple bête, je suis petit, j'ai une ampoule sur le pied. Je parle ça en connaissance de cause, ma fille du coup qui a fait du 4 pattes dans la salle, etc. Donc j'ai une trop belle photo, c'est génial. Sauf que du coup elle fait du 4 pattes, toute petite, toute mignonne et tout, au bon âge en plus, et ampoule sur le pied. Puis là quand elle marche, c'est passé maintenant tout ça, mais du coup quand elle marchait, elle avait le pied gauche de l'ampoule qui rentrait un peu à l'intérieur. Puis à chaque fois qu'elle tombait, c'est toujours le pied gauche et pied gauche. Est-ce que c'est ça? Non, peut-être pas. Mais c'est quand même très bizarre, tu vois. Et du coup, quoi qu'il arrive, ce traumatisme crée une zone de stress sur le corps, donc que ce soit physique ou émotionnel, ou vestibulaire, d'où le réflexe de Moro. Mais du coup, ça crée un stress. Et le corps, du coup, il est en alerte sur cette zone. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il met toute son attention sur ça pour pas que ça le restresse, que ça recrée de la déperdition, je peux pas dire même du stress, je peux pas dire autre chose, mais du coup, la zone traumatisée est un stress au quotidien. Ton cerveau met toute son attention dessus. Qu'est-ce qui fait le cerveau? Il ne peut pas tout gérer non plus. Donc il va y avoir autre chose qui va arriver. Et puis je vais mal me pencher, je vais mal attraper quelque chose, etc. Donc ton trauma stresse ton corps, ton cerveau fait attention au stress, il ne peut plus tout gérer. Je ne peux pas dire mieux. Et du coup, je reviens à toi parce que du coup, je trouve ça hyper important de nommer ça. Oui, il faut boire. Aujourd'hui, il fait très chaud, buvons de l'eau. Qu'est-ce qui, à travers cette maladie, à travers aussi ce que tu as nommé au début, je vais le nommer l'homme parfait. J'aime bien ce terme, ça me fait sourire. Quand tu dis d'homme, tu dis l'homme masculin, pas l'humain. Oui, l'homme, toi. Oui. Toi. En tout cas, dans le rôle que tu t'étais attribué aussi, dans je tiens parce que je suis entrepreneur, parce que je suis papa, parce que je tiens cette charge et cette pression. J'ai de l'anxiété, mais je fais face. Et c'est aussi de montrer sur ce point, j'aime beaucoup ce partage parce que c'est pour ça que je vais retenir l'homme parfait, c'est cette posture aussi de je ne peux pas céder, je ne peux pas quand tu dis au final c'est ma femme qui m'a soutenue alors qu'elle venait d'accoucher, oui mais là t'avais aussi besoin d'être soutenue. Oui bien sûr. Donc c'est pour ça que je nomme ça comme ça et de dire ce voile aussi qu'il y a sur les hommes de il faut tenir la posture, il faut tenir le masque de celui qui n'a pas d'émotion, de celui qui ne traverse pas aussi des choses qui peuvent être difficiles ou qui sont pas mentionnées parce que combien d'hommes aujourd'hui expriment réellement ce qu'ils ressentent. Je pense qu'on a un très grand pourcentage, j'ai pas le pourcentage, mais voilà, et du coup je trouve ça hyper important de nommer ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta façon
j'ai envie de dire, de prendre soin de toi, au-delà de, ok, j'ai découvert ça, et ça, c'est une discipline, parce que je prends soin de mon corps à travers ça. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu te sens, si on parle d'anxiété, est-ce que tu te sens plus stable aussi, moins anxieux, plus en capacité d'exprimer des choses que tu n'exprimais pas à l'époque? Je donne des exemples. De par ma formation, tu parles ou... Non, dans ton expérience, en fait. Comment toi, t'as évolué, comment... Moi, je pense qu'en fait, tout ça m'a permis d'évoluer dans le bon sens. En gros, c'est... on y croit ou pas, il y a un chemin qui nous est tracé ou pas, mais à un moment donné, il y a quand même le facteur à dire, ok, je veux m'en sortir, bah, ça dépend que de nous et de nous-mêmes. Les personnes, elles sont à côté de nous, elles te disent, oui, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bah, ok, il n'y aurait pas autant de gens fous, il n'y aurait pas autant de dépressifs et tout. T'as beau avoir la meilleure famille du monde, si... Je peux pas dire que si tu n'en as pas envie, mais si t'as pas un élément vraiment qui t'y rattache, ça reste compliqué, tu vois. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai tout ça. T'as obligatoirement un point de rattachement. Même si c'est pas quelqu'un, c'est un objectif, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça t'aide à avancer. Et moi, clairement, la meilleure chose de toute ma vie, c'est mes enfants. Tu vois, je pourrais tout échanger, tout donner tant que j'ai mes enfants. Ça paraît bateau et bizarre de dire ça, tu vois. Mais moi, je veux faire partie de leur vie. Donc ouais, dans le sens où tu me dis oui, machin, l'homme parfait et tout, bah ouais, en fait, je me stressais peut-être énormément parce que je voulais bosser, parce que bah faut bosser. J'aime mon métier, mais il faut quand même manger à la fin du mois. Mais je veux voir mes enfants grandir, tu vois. Je veux faire partie de leur vie. Et j'étais en train de me stresser à mort en disant ouais, je suis pas assez là, je suis pas assez là. Sauf que moi, tous les matins, j'ai quand même la chance de les emmener à l'école ou chez la nounou, tu vois. T'as des papas qui ne peuvent pas faire ça. Donc oui, je rentre tous les jours à 22h ou 22h30. Oui, je travaille des samedis, des dimanches. Mais je les vois quand même tous les matins. Donc en fait, c'est moi-même, c'est moi le facteur limitant. C'est moi-même qui me suis dit, ok, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir autrement. Donc tu le dis une fois, puis tu en parles avec la bonne personne, donc ma femme en l'occurrence, elle te dit oui, bah c'est bien, etc., etc., etc. Et puis elle aussi, elle a eu des couacs, elle aussi, ça a été moins bien. Donc du coup, ça m'a permis d'être mieux, de pouvoir l'aider elle. Et moi, je pense que c'est un couple, tu vois, mais t'en as un qui va bien, l'autre il va moins bien, bah t'équilibres les deux, et c'est ça en quotidien. Quand les deux vont très bien, bah c'est très bien, tu vois. C'est le top. C'est parfait, tu vois. Mais ouais, non, je pense que je suis quelqu'un de plus posé, plus réfléchi, qui part un peu moins au quart de tour, tant que ça reste dans la limite du respect. Il y a des choses, tu vois, si c'est un manque de respect, bah tu vois, j'ai des femmes avec qui je suis très très proche. Je pense que c'est pour ça aussi ça matche bien entre nous, tu vois. Moi, je suis très très proche de ma tante, je suis très proche de ma sœur, de ma femme, de ma maman. Enfin, tu vois, j'ai 34 ans, je fais un câlin à ma mère quand je la vois. J'en fais pas toute la journée, quand elle s'en va, je lui refais un câlin, tu vois, ça me dérange pas de la prendre dans mes bras. Ma sœur, c'est pareil, ma femme, c'est pareil. Donc, est-ce que je suis une exception en tant que garçon? Je ne sais pas. Je vais le dire ouvertement, je l'assume, je l'avoue. Est-ce que je l'aurais dit avant? Je pense que si, tu vois, quand même. Je pense qu'on est une génération où, bah, en fait, ouais, c'est pas parce que je vais dire je t'aime à ma femme ou je t'aime devant mon fils, devant d'autres personnes, que ça fait moi une baltringue, entre guillemets. Tu vois, je vais te redonner un exemple. Il y a encore 4-5 semaines, je disais, ouais, voilà, je pense vraiment que j'ai eu ce couac, que ce soit physique ou mental ou peu importe, en disant, ouais, bah, en fait, tu dis rien parce que, ouais, je dois être un bonhomme. Mais au final, bah, si toi, tu vas mieux en tant que bonhomme, ta femme, elle va mieux, tes gamins, ils vont mieux, ton boulot, il va mieux, tout va mieux, tu vois. Et t'as pas besoin de faire le bonhomme théorique, tu vois. Oui, t'as la place d'un homme, t'es comme la femme à la place de la femme, et tu fais des trucs qu'une femme peut pas faire, et tu fais des trucs qu'une femme, bah, toi, tu peux pas le faire, mais elle peut le faire. Demande à un mec d'accoucher. C'est pas possible. Non, voilà, on est d'accord, ça reste compliqué. Bref, sans rentrer dans trop de débats, tu vois. Mais bah, la tolérance à la douleur, c'est physiologique. La femme est faite pour avoir plus de tolérance à la douleur. Tu vois, si on parle du côté même mécanique ou physique, bah, le tissu adipeux, donc toute la masse grasse qu'il y a autour des hanches, du ventre ou du fessier chez la femme, la culotte de cheval, la petite boue et tout, bah, c'est normal, c'est fait pour avoir des enfants. Ah, merci de dire ça. Je pense que ce podcast parlera aussi à beaucoup de femmes qui s'infligent
Si vous voyez sur la télé, c'est pas vrai, les filles. Mais tu vois, c'est... Qui s'inflige du stress. Ouais, non, mais et- c'est bien d'en parler. Et en plus, c'est aussi ton métier, ton voilà, job. Tu vois, j'ai beaucoup trop de fans qui me viennent, oui, bah, je veux perdre... Déjà, t'as eu des enfants, t'as réussi à retrouver ton poids avant grossesse, c'est bien. Mais voilà, si on en revient sur ta question, Ouais. je pense que c'est des mauvais passages de ma vie, c'est des mauvaises expériences, mais qui font que bah, aujourd'hui, je suis capable de dire, ok, aujourd'hui t'es stressé, arrête de cracher ton venin, ça sert à rien. Tes gamins, ils sont là, ils sont en pleine santé. Ta maison, tu l'as au-dessus de la tête, tu manges ton boulot, ça tourne. Il fait soleil aujourd'hui. Ouais, clairement, ça m'a apporté. Depuis que j'ai fait la formation sur les réflexes archaïques, que je vois que bah, juste parce que tu arrives à trouver la bonne sensorialité de la personne, à stimuler le bon réflexe, à stimuler la bonne motricité, et qu'en 10 minutes chrono, la personne va mieux. Mais après, ça reste du travail sur le long terme, comme tu fais encore en ce moment. Ça. Bah ouais, en fait, là, tu redécouvres encore quelque chose. Est-ce que voilà, c'est pareil, je pense que j'avais besoin de retrouver une stimulation et moins subir le stress. De toute façon, c'est le problème qu'on a actuellement, c'est le stress. Oui, oui. En tout cas, si du coup on peut avoir un mot de la fin, du coup, je trouve ça beau ce que tu nommes dans cette dévotion que tu as envers ta famille, envers ta femme, envers tes enfants, ton implication aussi qui est là avec à la fois une posture, une droiture, un cadre, et aussi une présence que je lis de façon sensible, et cette expression que tu partages sur ce lien-là à ta femme, à ta mère, à ta sœur. J'ai envie de terminer là-dessus et de dire que tous les hommes devraient écouter ce podcast, toutes les femmes devraient écouter ce podcast, pas parce que tu as dit qu'on était des warriors, mais parce que je pense que ça parlerait aussi à des femmes qui sont en conflit, où la figure masculine est souvent montrée comme une figure autoritaire, violente, colérique, etc., etc., et de faire ce chemin aussi de paix intérieure, de soi à soi, et comme tu as pu nommer toi dans tes expériences de ce que tu as vécu, d'aller vers cet équilibre et cette paix. Après, tu vois, on en revient toujours pareil à l'instinct et au réflexe. Naturellement, un homme a le pic de testostérone, a l'instinct de se battre, de défendre son territoire, machin et tout. Donc on reste, même si des personnes ne seront pas d'accord avec moi, à la base on est des animaux. Bien sûr. Donc, moi je suis d'accord. Tu vois, tu peux pas renier ça, tu vois. C'est encore reprouvé là, oui, bah, l'homme, le masculin, est performant le matin, l'après-midi il fait quoi? Il mange et il a envie juste de faire la sieste. Mais tu vas dans la nature, c'est comme ça, et c'est tout. Et oui, la femme est plus productive sur l'encadrement de la vie de famille, et c'est complètement ça. Tu peux pas renier la nature, tu vois ce que je veux dire? Ah mais... C'est comme, tu vois, là on se pose des questions, pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Mais on n'est pas censé, tu vois, être assis sur une chaise, on n'est pas censé avoir des chaussures, on n'est pas censé... Le confort de vie nous a désévolué. Exactement. J'aime beaucoup cette fin et cette clôture. Et ce sera l'objet d'autres podcasts. Mais si on peut retenir une chose aussi à travers parfois des maladies et aussi la place de l'homme, la place de la femme, la place de la paternité dans un couple et dans une relation, la présence du père aux enfants, je pense que c'est des choses qui sont importantes. C'est pour ça que cette capsule, je la veux humaine et intimiste, pour que chacun puisse partager et aussi que les autres puissent s'y retrouver et voir qu'il y a d'autres chemins d'évolution dans ce monde, et que on a peut-être voulu aller trop vite et que c'est un beau moment de ralentir et se poser de bonnes questions. En tout cas, moi, c'est aussi un point que j'ai par rapport à ce que j'ai vécu à travers la maladie aussi, et dans toi, ce que tu partages, c'est très présent aussi, donc voilà. Un mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à un homme qui est un peu paumé ou qui traverse des choses difficiles?
J'ai envie de poser cette question. Ouais, moi je pense que c'est plus sur l'être humain en général, c'est jamais plat la vie. Donc à un moment donné, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Tu prends un bus, quand j'ai prendre un bus et t'as traversé, il était rouge, t'aurais pas dû traverser, tu vois. C'est, c'est facile de donner des conseils quand t'as réussi à sortir la tête en dehors de l'eau. Mais à aucun moment, tu vois, je me suis vraiment senti non plus au plus bas. Je pense, tu vas demander à ma femme, elle a eu trop peur pour moi. Bien sûr. Je pense que voilà, j'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai réussi à m'accrocher à certaines choses qui me tenaient à cœur. Je pense avoir eu le mental qu'il fallait sur le moment. Faut pas rester tout seul. Clairement, c'est le premier truc que je dirais. Vous voulez avancer, il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est pas obligatoirement votre femme, c'est pas obligatoirement vos enfants, c'est pas obligatoirement votre famille. Ça peut être juste trouver la bonne personne qui fait que ça va aller mieux. Vous avez un doute, demandez de l'avis à quelqu'un d'autre, etc. Tu vois, je prends l'exemple du corps médical. Chirurgien qui te dit, ok, faut se faire opérer. Bon, je prends un contre-avis. Est-ce que je suis bien de me faire opérer? Moi, je dirais plus comme ça. Je te dis ça là aujourd'hui. Ouais, mais je me pose la même. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an ou 2. J'aurais dit, ouais, j'ai besoin de personne, je vais y arriver tout seul. Ouais. Et je pense que ça, là-dessus, tu vois, j'ai grandi. J'aime beaucoup ce mot de la fin. Merci beaucoup Thomas. J'espère que ce message il trouvera les oreilles pour l'écouter et que ça parlera autant aux hommes qu'aux femmes. Merci de ta confiance, de nous avoir partagé un morceau de ton histoire et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.